Bonjour Pierre. Bonjour Stéphane. On vient de parler du produit, allons un peu en détail technique. Avec plaisir. Ça fait longtemps qu'on veut sortir ce produit. Très clairement. Ça fait des années qu'on travaille ensemble et puis on avait vraiment envie de fournir un vrai endroit pour les développeurs pour qu'ils puissent stocker leurs données durablement. On avait fait de l'expérimentation. Tu avais utilisé des mécanismes de record pour faire une base de données un peu spécialisée. Moi, j'avais fait des expérimentations déjà Redis à l'époque. Bon, mais il y avait des enjeux. On avait des enjeux opérationnels, on ne pouvait pas se permettre de lancer ça trop vite. Le but de lancer un service, c'est effectivement d'être en mesure de l'opérer. Et de créer une équipe également. Et de créer une équipe. On y est aujourd'hui, ça y est, et on ouvre notre premier produit clé-valeur. Dans la vidéo précédente, on évoquait du coup la compatibilité Redis, mais on évoquait la compatibilité aussi avec d'autres protocoles, notamment on va aller ouvrir Dynamo dessus, GraphQL, etc. Comment est-ce qu'on a créé cette indirection-là au niveau des protocoles? En fait, cette indirection-là vient du fait qu'on a réécrit une base de données from scratch. Et le fait d'avoir réécrit cette base de données-là nous permet de pouvoir choisir le protocole et de pouvoir exposer notre base de données sous différents formats. Que ça soit une compatibilité HTTP ou une compatibilité TCP Redis ou une compatibilité Dynamo, en fait, ce n'est qu'un moyen d'accès à la donnée. Donc tu peux produire une donnée via Dynamo et venir la lire via Redis. Exactement, ce n'est que de l'accès. Et si tu veux utiliser GraphQL, ça te donne un accès HTTP pour ton développement mobile ou web directement. C'est exactement l'idée, ouais. Okay. Donc tu dis qu'on a créé une base de données, donc on est parti de briques quand même existantes. Oui, on n'est pas fou, on n'a pas réécrit tout from scratch. Il faut savoir que quand on avait commencé ce projet-là à Clever, j'étais tout seul sur ce projet et on ne va pas réécrire une base de données. On n'a pas la taille suffisante et les effectifs pour faire ça. Donc en fait, c'est l'idée. Là, c'est surtout que c'est un problème hyper complexe à résoudre. On a une expérience très poussée en système distribué. En opérationnel, on a beaucoup bossé sur Apache HBase, par exemple, sur des typologies semblables de stockage. Il y avait eu des tentatives de créer une notion de couche comme ça, d'accès sur HBase, pour le franciser un peu. Pour autant, HBase, c'est pas un logiciel qui est très facile à opérer, c'est assez complexe, c'est pas non plus transactionnel gratuitement. Et l'enjeu qu'on avait à résoudre, c'était la transactionnalité. C'est comment on s'assure de l'intégrité des données pour les utilisateurs. La vraie clé derrière Materia, c'était de trouver un framework pour écrire des bases de données distribuées. Et en fait, tout l'enjeu était là. Et il existe une base de données qui répond à ce critère-là, qui est pas très connue. C'est le genre de technologie qui est un peu cachée dans les entreprises. Donc on la retrouve chez des petites entreprises. Je ne sais pas si tu as entendu parler d'Apple. Apple. Ouais, la pomme. Je connais. On la retrouve chez Snowflake, on la retrouve chez Datadog, on la retrouve. Mais c'est pas quelque chose qui est mis en valeur. C'est quelque chose qui est caché un peu caché dans de l'infrastructure. Parce que c'est un framework pour écrire des bases de données. Et c'est un framework pour écrire des fondations, donc ça s'appelle FondationDB. Et pour donner un exemple, l'usage chez Apple, par exemple, c'est tout ce qui est donné CloudKit, tout ce qui est donné, les métadonnées de photos, de notes, de toutes les applications Apple sont effectivement stockées dans cette base de données-là. Exactement. Ce qu'a construit Apple, c'est une virtualisation de la base de données. Donc c'est ce qu'ils appellent une base de données logique. Et donc, chaque application possède sa mini base de données logique, multipliée par le nombre d'utilisateurs d'Apple. En fait, on se retrouve avec une cardinalité qui est immense. C'est-à-dire qu'on ne va pas venir démarrer un PostgreSQL par application note par utilisateur. C'est juste, ça ne marche pas.
il y a une particularité sur cette technologie-là. C'est pas juste un framework de base de données. Parle-nous de la simulation. C'est un accident industriel, ce truc-là, il faut que tu nous en parles. Oui. Alors, un des grands aspects derrière Fondation, c'est sa robustesse. C'est-à-dire pour les gens qui ont déjà opéré et qui sont d'astreinte sur des systèmes distribués, ils savent que la production a sa vie. Il y a des pannes, on peut avoir des pannes réseau, des pannes disques, on peut perdre des machines. Et le fait de venir développer un système qu'on appelle distribué, c'est extrêmement complexe. Parce que tu as des histoires de timing, des histoires de panne, et c'est très compliqué d'écrire du code qui est robuste et résilient. L'idée derrière la simulation, c'est de venir fournir aux développeurs un environnement qui va leur permettre de littéralement torturer la base de données. C'est-à-dire que dans la simulation, on va se retrouver dans des situations où il va y avoir des cas de panne inimaginables, et ce n'est qu'un tour de simulation. Par exemple, si on a deux machines qui redémarrent en même temps, il y a une certaine probabilité qu'on va venir inverser le disque dur, virtuellement. Juste pour se dire, on a fait une erreur, juste pour tester le fait que, ah oui, la base de données est robuste au fait qu'on a inversé les disques durs, qu'elle est capable d'être résiliente auprès de ça. Et donc, il y a énormément de scénarios de tests où on va venir casser le réseau, inverser les paquets TCP, dériver les horloges machines, couper. On imagine vraiment plein de scénarios, et en fait chaque scénario est complètement différent. Et ce qui est assez exclusif, c'est qu'effectivement cette simulation, elle est déterministe, ce qui veut dire que si on trouve un bug à un endroit dans la simulation, on peut venir corriger le problème, rejouer ce qu'on appelle la seed, la graine, qui permet de rejouer cette simulation-là, et donc de vérifier si on a effectivement bien corrigé le problème ou pas, quoi. C'est pour résoudre en fait le fameux problème que quand on développe quand on fixe un bug de système distribué, des fois on n'est pas sûr de pouvoir écrire le test unitaire qui valide qu'on a bien corrigé le bug. Si par exemple on a un bug entre deux threads qui se marchent dessus, quelle est la garantie qu'on ne retombe pas dans ce cas-là? En fait, des fois, c'est très compliqué d'écrire le test d'inté ou le test unitaire qui va venir s'assurer qu'on a correctement patché le bug et que ça n'arrivera plus. En fait, la simulation nous permet de dire, je vais jouer une infinité de scénarios où je vais avoir des pannes qui vont se croiser de manière complètement différente à chaque run. À cet endroit-là, la simulation va bien au-delà des tests. Oui. On utilise des tests sur les aspects plutôt métiers, voir si on est effectivement correct dans l'implémentation de ce qu'on veut implémenter. Mais dans la simulation de l'aspect correct du comportement de la base de données, on a effectivement cette simulation qui vérifie tout ça, quoi. C'est un truc qui est très intéressant, c'est que là on parle vraiment de la simulation de Fondation DB, qui est la brique qu'on utilise, mais on est en train de faire des contributions open source pour venir aider à ce que les développeurs qui utilisent Fondation DB soient capables d'inclure leur code dans la simulation. Et donc nous, c'est une première dans l'écosystème Fondation, c'est-à-dire qu'on est les premiers à être capables de prendre nos applicatifs Fondation et les inclure dans la simulation. Ça, c'est quelque chose qui nous est permis parce qu'on utilise un langage qui s'appelle Rust, et qu'on a investi dans ce travail-là. C'est-à-dire que quand on développe nos logiciels par-dessus Fondation, en fait, on profite de la simulation de Fondation. Donc ça veut dire que l'entièreté de notre base de données aujourd'hui, dans tout ce qu'on a développé, tourne dans le framework de simulation et donc est simulée. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on arrive avec une offre technologique sur le marché qui est d'une robustesse absolue, qui a été testée, et les simulations qu'on a, pour vous donner une idée, tous les ans, la technologie FoundationDB cumule 4000 ans de run opérationnel. Ça veut dire que tous les ans, on a 4000 ans d'expérience opérationnelle qui s'assure de trouver des bugs, etc. Donc on est sur une robustesse absolue, à la fois du moteur transactionnel et du stockage,
Et nous, on a rajouté notre développement là-dedans, et donc on bénéficie de l'entièreté de la simulation sur tous nos développements, quoi. Ça nous a permis également d'accélérer énormément le développement. C'est-à-dire que quand un développeur de l'équipe Materia développe une fonctionnalité un peu avancée, il est sûr qu'il va venir valider le code dans des conditions extrêmes. C'est-à-dire que, pour parler relecture de code, chaque pull request qui va modifier un élément bas niveau de Materia va demander 3 heures de validation de simulation. C'est-à-dire c'est dans le process de relecture, en fait, il y a forcément 3 heures de simulation pour n'importe quel pull request qui modifie le bas niveau de Materia. C'est pour ça que j'en parle souvent comme un accident industriel, parce que en fait, ça n'existe pas sur le marché. Des choses qui sont aussi poussées, c'est souvent des projets de recherche, mais l'application industrielle n'existe souvent pas. Et là, ils sont allés créer un langage qui était optimisé pour implémenter le simulateur et le framework de développement, pour ensuite seulement aller faire la base de données. La plupart des boîtes aujourd'hui, elles font la base de données, puis elles essaient de bricoler au-dessus, etc. Donc là, ils ont pris vraiment les choses dans le bon sens, dans le bon ordre. Et donc, c'est vraiment une technologie assez fabuleuse sur laquelle aujourd'hui, on peut construire tout ça, et notamment intégrer tout ce qu'on a créé par-dessus. On utilise Rust en plus, donc ça nous amène d'autres aspects de sécurité pour l'utilisateur, notamment sur la robustesse du langage et de la gestion mémoire. Oui, bah, ça vient de notre expérience où on a géré dans une ancienne vie des proxys qui étaient plutôt dans un univers avec du GC, donc du Garbage Collector, donc je pense à du Java et du Go. Et on en avait marre de faire du tuning de JVM et de G1 avec des commandes à rallonge. C'était pas quelque chose qu'on voulait faire. Et puis quand on tapait des problèmes de GC en Go, bah, le GC de Go ne se configure pas. Du coup, ça devient compliqué. Donc c'était un des prérequis de... Il ne se configure pas et des fois il s'arrête. Et des fois il s'arrête. Oui, des fois il est un peu pénible. Mais, ouais. Du coup, non, Rust était un très bon outil pour investir, puisqu'en fait, derrière Rust, l'idée, c'est de venir faire le travail de Garbage Collector à la compilation. Donc en fait, on n'a pas de coût au runtime. L'autre intérêt qu'on trouve dans cette technologie-là, sur FondationDB, c'est que ça nous permet aussi d'avoir des bases de données transactionnelles. Ce qui est important aujourd'hui, la manière dont on le déploie, on va être effectivement multi-AZ, etc. Donc on apporte de la résilience et de la distribution sur les données, tout en étant transactionnel, de manière distribuée. Est-ce que tu veux dire un mot là-dessus? Ouais. C'est assez incroyable qu'une base de données open source fournit des garanties aussi fortes que des produits phares d'univers cloud comme Google qui offre une base de données qui est extrêmement robuste, qui s'appelle Spanner, qui fournit un niveau d'isolation de transaction qui est extrêmement fort, qui est sérialisable. Donc il existe très peu de bases de données open source qui fournissent les mêmes garanties. Et aujourd'hui, Fondation nous fournit des garanties d'isolation de transaction qui sont assez incroyables. Et par conséquent, Materia, KV et les autres profitent de ça et donc fournissent aussi ces garanties transactionnelles sur la donnée utilisateur. Donc ça veut dire que quand vous avez terminé votre transaction, côté client applicatif, eh bien vous avez la garantie que la donnée a été écrite, répliquée et distribuée sur de multiples zones de disponibilité. Et la simulation nous garantit que même en cas de panne, si on a répondu OK, on est sûr d'avoir persisté la donnée. Et je pense que c'est ça qui est important. Ouais. Donc là, on arrive à un niveau assez exclusif de, comment on pourrait appeler ça, de résilience et de dureté des données. Ouais. On aime bien les anglicismes dans pardon, notre métier, ouais. c'est pas grave. Beaucoup d'anglais dans les docs. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce produit-là ? Je pense qu'on a eu une approche assez intéressante de virtualisation des bases de données. On en parlait un petit peu avec ce qu'a fait Apple
et le stockage iCloud, en fait, on a repris le même concept, c'est-à-dire qu'à chaque requête Materia, on est capable de venir ouvrir une base de données logique. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu vas avoir une requête de type Materia, elle va être récupérée par exemple dans le protocole Redis. On va ouvrir une transaction, et en fait cette transaction-là, elle va venir recréer une base de données à la volée. C'est-à-dire que Fondation, c'est un stockage clé-valeur. On a créé une abstraction qui permet de simuler, de faire semblant d'un peu d'être une base de données. C'est-à-dire qu'on va retrouver une architecture de fichiers très semblable à ce qu'on aurait sur une base de données. C'est-à-dire on va avoir gestion des tables. On va avoir des tables, on va avoir des index, on va avoir un header qui va nous donner les statuts, les quotas. Les statistiques associées à la consommation, etc. Donc en fait, au fur et à mesure où on manipule cette base de données-là, en fait, c'est dans une seule transaction. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment créé quelque chose qui est serverless, c'est-à-dire que la base de données logique existe seulement pendant l'usage. C'est-à-dire pendant la transaction, on recrée cette base de données logique-là. À la fin de la transaction, on commit et ça va fermer automatiquement la base de données. Et tout ça étant tellement virtualisé que ça nous permet presque d'avoir une empreinte numérique et donc écologique qui est vraiment infime, puisque si tu consommes peu en termes de base de données, bah, ton empreinte dans Materia, elle est également hyper négligeable. Elle est extrêmement faible. On démarre, les chiffres de démarrage des transactions sont juste impressionnants. On est sur, on compte en millisecondes. Donc ce que ça nous permet aussi, c'est d'avoir de l'isolation dans l'aspect multi-tenant de la solution, d'avoir des contextes de chiffrement qui peuvent être différenciés, d'avoir demain du bring your own key, etc., de manière à avoir des contextes de chiffrement par tenant. Ça nous permet aussi d'avoir une gestion opérationnelle qui est quand même hyper confortable pour nous, c'est-à-dire qu'on peut permettre de bouger un utilisateur, un tenant d'un cluster à l'autre, parce qu'on a une abstraction au-dessus de tout ça, et que dans la même transaction, on va être capable du coup de entre guillemets, faire la gestion de placement des utilisateurs, voire même dans certains cas, on pourrait avoir un utilisateur qui nous dit « moi je veux être sur une infrastructure dédiée », très bien, mais en fait tu crées ton compte naturellement, et on vient te placer sur une infra sur mesure par rapport à un type d'usage particulier ou je ne sais quoi. Ou une localisation. Ou une localisation, ou en fonction du type d'usage, on peut imaginer qu'il y a un moteur de stockage qui soit plus optimisé pour cet utilisateur-là, oui. Puisqu'on a aussi le choix dans tout ça, et c'est un peu l'atout qu'on a qui est d'être créateur de technologie, c'est qu'on ne subit pas un logiciel, pour le coup on l'édite et on a le choix à tous les étages sur la construction de cette plateforme-là. Et on contribue à l'écosystème Fondation également, ce qui nous permet si on a un besoin qu'on ne peut pas adresser par-dessus Fondation, on est capable de venir discuter avec les mainteneurs de Fondation et de venir ajouter des fonctionnalités. C'est le moment où on fait l'appel à la communauté, puisque globalement on est mainteneur du driver Rust. Et tu l'as évoqué, mais on est effectivement en train de contribuer sur le simulateur pour avoir des bindings C et pas que C++, ce qui permet de construire des workloads de simulation dans tous les langages qui peuvent réutiliser les bindings C, ce qui va aider beaucoup effectivement là-dessus. Oui, on essaye d'être assez actif dans la communauté, donc on a déployé des clusters qu'on peut considérer quand même assez gros en termes de transactions et d'écriture par seconde, malgré le fait qu'on est assez jeune dans l'expertise Fondation DB. Donc on a fait des retours à la communauté sur du tuning de cluster. On maintient le binding Rust qui est géré par la communauté. Enfin, on fait partie des mainteneurs et des contributeurs du binding Rust. On va venir faire des retours d'expérience sur de l'opérationnel et on a vocation également de venir contribuer de tout le tooling qu'on a autour de Fondation DB, puisque aujourd'hui c'est quelque chose qui n'est pas publicité, et les entreprises en fait qui utilisent Fondation DB, c'est tellement caché entre guillemets dans leur infrastructure
qu'elle n'open source pas beaucoup tout l'univers opérationnel. Et donc nous, on a envie d'investir et de redistribuer à la communauté cet aspect-là pour pouvoir opérer un cluster de façon saine. Soyons très clairs, c'est pas non plus simple à opérer. C'est une infrastructure complexe. Nous, on la déploie parce que ça répond à nos usages et à nos besoins et à nos enjeux. Mais il ne faut pas qu'on vende ça comme je sais pas, un serveur PostgreSQL qu'on laisserait tourner. Et, tu vois, ah oui, non. Ça reste un système distribué à opérer en production. Ça demande de très bonnes connaissances techniques sur l'infrastructure, sur les types de pannes, comment on monitore. Ça demande des connaissances. Par contre, faut l'avouer que ça doit être le système distribué le plus, entre guillemets, facile que j'ai opéré et le plus tranquille. Moi, j'ai une histoire qui est quand même assez rigolote à raconter. C'est quand on a nos propres infrastructures à Paris et on a un moment, il y a une machine qui disparaît. Et donc du coup, on fait « Ah bah tiens, c'est marrant, on a perdu une machine sur le cluster. » Donc le cluster est en train de se répliquer tranquillement. Et en fait, il y avait eu une erreur de manipulation. On nous avait arraché un disque dur physiquement. C'est-à-dire qu'on avait vraiment eu une erreur d'inventaire. Et donc du coup, le disque dur avait été littéralement arraché, mais vraiment arraché, quoi. C'est pas, on n'a pas éteint la VM proprement, on a littéralement arraché le disque dur de notre cluster. Et il n'y avait aucune panne. Et il n'y avait aucune inquiétude derrière ça. On aurait arraché un disque dur dans d'autres systèmes qu'on connaît. On aurait été sûr d'avoir un petit peu plus de gestion d'incidents à gérer, dirons-nous. Des systèmes qui se terminent par You are dead exception. Oui, par exemple, ce genre de système. N'est-ce pas? Non, on reste dans un système distribué du coup qui demande de l'investissement en temps et en connaissances, mais ça reste, on va dire, une des solutions les plus abordables, je pense. J'ai entendu dire des gens qui disaient « Mais Clever Cloud, pourquoi vous osez développer votre base de données? Est-ce que vous avez les reins assez solides, etc. Pourquoi vous le faites, etc. » Qu'est-ce que tu aurais envie de leur répondre? Moi, j'aurais envie de leur répondre que le stockage de la donnée, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et en fait, on voit plein de personnes, je suis moi-même développeur, j'ai envie d'avoir un endroit simple pour venir stocker mes données de façon simple et correcte. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas envie de réfléchir à « Ah oui, alors du coup, j'ai besoin de m'assurer de la réplication. Ouais. Est-ce que c'est une réplication asynchrone? Est-ce que c'est une réplication synchrone, mais du coup, je perds en performance ?» J'ai pas envie de m'embêter à ça. Moi, ce que je veux, c'est développer des applications. Et aujourd'hui, sur le marché, il n'y a pas de solution open source qui permet de venir développer ça. Et je pense que pour venir faciliter le travail des développeurs, on a besoin d'être excellent dans la gestion de la donnée. Ouais, ce que j'ajouterais, enfin tu as raison, mais ce que j'ajouterais, c'est qu'en fait, Clever Cloud a toujours développé son logiciel. Ah oui. Aujourd'hui, effectivement, certains se disent « Ah, mais vous commencez à développer du logiciel, etc. » On l'a toujours fait. On a écrit notre propre orchestrateur de cloud, notre load balancer, on aime bien Chaproxy, mais dans la gestion dynamique des ressources telles que nous on l'utilise, c'est effectivement pas hyper adapté. On a créé Biscuit qui était le crypto token décentralisé d'autorisation. Donc le load balancer c'est Sozu. Donc on a toujours eu cette approche de se dire qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution technologique, comme réponse technologique à un enjeu, et en créant la technologie associée. Ce qu'on avait un peu anticipé, on s'était dit sur la donnée, on ne l'a jamais fait, la donnée c'est un peu la gravité sur le cloud, etc. Et on s'était dit, en fait, aujourd'hui on a toujours intégré des solutions open source, du PostgreSQL, du MySQL, du Mongo, du Elastic, du Redis, du Valky demain. Et on s'est dit, ok, en fait là on va arriver sur une technologie propre, sur la gestion de la donnée, et on va sans doute être perçu différemment. Donc on l'avait anticipé, mais je pense qu'on a besoin effectivement
de faire comprendre aux gens à quel point, chez nous, notre nature, c'est de développer du logiciel, c'est pas d'être intégrateur de cloud. Et c'est pour ça qu'on construit notre solution de cloud avec l'enjeu de se dire que demain, sur des enjeux souverains ou européens, etc., on peut aider à disposer d'un logiciel européen qui est capable d'accompagner les entreprises, les développeurs dans leurs solutions, toujours avec cet état d'esprit qu'on cherche la simplicité pour les développeurs. Ce sont les développeurs qui implémentent la complexité du métier. Si un développeur est heureux, le métier se passe plus vite, etc. Et c'est la flexibilité qu'on va apporter aux développeurs et la rapidité d'exécution va accélérer le métier pour eux. Et on profite également de toute notre expérience d'hébergeurs cloud, où on vient intégrer des produits tels que PostgreSQL, Redis, et en fait, de par la gestion du quotidien, de l'opérationnel, en fait, on crée des usages et on vient développer des logiciels qui vont justement abstraire les problématiques que nous, on perçoit, et que nos clients perçoivent aussi. Ouais, tout en ayant l'expérience opérationnelle associée. Aujourd'hui, Materia, la technologie qu'on utilise, on la pousse à plusieurs dizaines de terabytes de stockage. On a des centaines de milliers de points par seconde dessus. Donc on est assez serein aussi sur le modèle de passage à l'échelle. Oui, sur la scalabilité. La scalabilité. Et en plus, comme on l'a évoqué, on a la notion de placement, ce qui fait que demain, on peut répartir, entre guillemets, nos tenants, j'allais dire nos œufs dans différents paniers, mais nos tenants de manière à accompagner la croissance sur ce produit-là. Donc on est effectivement très, très enthousiaste d'accueillir beaucoup d'utilisateurs dessus. Donc la stratégie d'accès, puisque tu évoquais que c'était en API. En fait, on a vraiment essayé de simplifier au maximum l'expérience. L'idée, c'est on va venir se connecter à la console Clever, commander une Materia KV. À partir de ce moment-là, on va générer des clés d'accès et c'est tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'instanciation de services, de machines virtuelles. On est dans une infrastructure qui est complètement multitenante, où c'est les clés de sécurité, donc les tokens qui vont faire foi et qui vont permettre l'accès à l'infrastructure. Donc c'est que la création d'une Materia, entre guillemets, ce n'est que de la crypto de génération de tokens. C'est l'usage de ton token d'écriture qui vient intrinsèquement créer ton accès. Exactement, et donc on utilise une technologie qui s'appelle Biscuit pour s'occuper de la partie token. Ouais. Donc Biscuit, on l'a évoqué un peu plus tôt, qui est effectivement un token d'accès d'autorisation. Ce qui est très intéressant via Biscuit, et notamment sur ces services-là, c'est qu'on va permettre aussi d'enrichir l'expérience sur, par exemple, un protocole comme Redis, puisque demain, ce qu'on vous permettra de faire, c'est d'embarquer des préfixes dans le token, et ce qui va permettre de sous-scoper un accès Redis. Donc, si jamais on a, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais une liste de magasins dans ces clés, dans ces préfixes de clés Redis, le token qui embarque un sous-préfixe qui serait par exemple le préfixe A, permettrait de dire, en fait, via ce token-là, tu n'accèdes que aux clés qui commencent par A. Et donc on vient recréer de la multi-tenancy dans Redis qui nativement ne le supporte pas, de manière à ce qu'un utilisateur, par exemple, puisse avoir son accès, entre guillemets, administrateur avec l'ensemble de ces espaces de clés, et puisse redécouper ça en disant, maintenant je crée un sous-token que je vais donner à mon utilisateur, qui lui va n'accéder qu'à une sous-partie de ces données-là. Donc par Biscuit, on vient créer de la valeur sur des protocoles qui ne bénéficient pas de multi-tenancy ou de critères de filtrage ou de quoi que ce soit, quoi. Donc ça c'est très très intéressant effectivement, et c'est des choses qui vont arriver prochainement. Qu'on a très très hâte de développer, et on a déjà des proof of concept de ce système-là qui marche très très bien. Parlons un peu de l'ORM. On n'a pas évoqué comment on faisait un peu la magie entre le protocole et le stockage derrière. Oui. Alors, on en a parlé. FondationDB, c'est une technologie qui est, entre guillemets, un peu cachée.
Donc c'est pas quelque chose où on va avoir une pléthore de développeurs qui connaissent Fondation. Mais on va être très clair, c'est pas une base de données utilisable comme ça. C'est pas un MongoDB, c'est pas un PostgreSQL, c'est pas ce genre de choses. C'est un framework pour écrire des bases de données. Donc en fait, c'est de construire par-dessus. Il faut investir du temps et de l'énergie et de l'argent pour pouvoir développer quelque chose avec Fondation. C'est pas un truc que vous pourrait même dire que FoundationDB, c'est un moteur transactionnel distribué qui utilise différents moteurs derrière de stockage qui peuvent être LSM, Bitry ou autres. Et ça, après, c'est libre à celui, voilà, exactement. Mais pour autant, effectivement, il faut construire par-dessus. Et dans ce qu'on a construit, l'approche qu'on a eue, ça a été de créer un framework pour venir écrire des matérias. C'est-à-dire qu'on a récupéré toute la connaissance qu'on a appris d'Apple, de nos expériences passées sur les systèmes distribués. On a créé un framework, une librairie, appelle ça comme tu veux, qui va permettre de venir encapsuler le fonctionnement de FondationDB. C'est-à-dire que avec ce modèle-là, on est capable d'avoir des développeurs qui ont peu de connaissances Fondation et qui vont juste utiliser cette librairie-là pour pouvoir créer des services par-dessus. Ce qui nous permet de venir améliorer la vélocité de nos développeurs en interne, puisque tout le monde n'a pas besoin d'avoir une connaissance extrêmement fine de Fondation. Je prends un exemple assez simple. Comment, quand tu as une base de données, tu as des statistiques. Tu as le nombre d'éléments dans ta table, le nombre d'éléments... ton index. Ton index. C'est pas des choses que les développeurs ont envie de faire. T'as pas envie... La plupart des développeurs n'ont pas forcément envie d'écrire leur propre système d'index. Ah bon? Ça se comprend. Donc en fait, nous, le framework nous permet d'abstraire ça et et peut être utilisé par les développeurs. Ouais, et puis on a abstrait aussi complètement le stockage. C'est-à-dire que quand tu pars d'une structure qui est par exemple une liste Redis, nous on va parser le protocole. Alors là on a fait de la magie aussi, je te laisse évoquer juste après comment on l'a fait. Et donc à un moment donné on va se récupérer un dictionnaire, une liste, une structure native dans le langage en question. On est en Rust de notre côté. Mais la manière d'aller le stocker est complètement abstraite du développeur. Exactement. C'est un ORM, hein, on peut l'appeler comme ça. C'est un ORM multitenante, mais basé sur Fondation. Et qui part de la sérialisation interne qu'on utilise pour aller remapper tout ça dans le moteur de stockage derrière. Ce qui est vraiment très très confortable du point de vue développeur après pour développer du métier. Exactement. Ce qui va nous amener à aller développer plein d'autres choses que Redis. Oui. Donc on a parlé de Dynamo, on a parlé de GraphQL. Donc là, tu es en train d'ajouter le Query Planner pour optimiser justement toutes ces requêtes-là, d'être capable de faire du pushdown. Alors le pushdown, si on prend un petit temps de définition. En fait, c'est très simple, c'est qu'on a virtualisé la base de données. Dans une base de données, quand on fait des requêtes, on a besoin de venir chercher de la donnée. Par exemple, on cherche des utilisateurs entre 18 et 25 ans. Ça, ce système-là, généralement, il utilise des index. Et donc, en fait, on est en train d'intégrer cette fonctionnalité-là, d'être capable de faire un where dans notre base de données logique. Il faut savoir ça, pour le coup, on fait une contribution open source à une librairie de la Fondation Apache qui s'appelle DataFusion. Donc on est dans le working group de la gestion des index dans DataFusion. Ce qui est une librairie vraiment formidable. C'est une librairie qui est assez incroyable, ça fait 3 ans, c'est parti d'un petit projet d'un développeur qui s'ennuyait et qui voulait réécrire et apprendre le Rust. Il voulait réécrire un équivalent de Apache Calcite, qui est un query engine en Java massivement utilisé dans le big data, et il a voulu apprendre le Rust et apprendre les internals des query engines. Il a écrit un livre sur son cheminement. Ça a donné une librairie, et comme Rust est excellent en fait en termes d'expérience de développement, de runtime, de safety, le mariage
pouvoir créer des logiciels de stockage de données en Rust, bah, ça marche très très bien. Et gestion de mémoire, parce qu'en fait, dans les manipulations de données au sens grosse données, big data, le fait de ne pas avoir de garbage collection ou de gestion de heap, off heap, machin, fait que c'est hyper performant, frugal en termes de consommation de mémoire, et en plus, il y a effectivement la robustesse appliquée à tout ça. Donc, en plus, Data Fusion aujourd'hui est utilisé dans de plus en plus de projets, soit de bases de données, soit de framework. Aujourd'hui, il y a des accélérateurs pour Spark qui utilisent Data Fusion de manière transparente. Donc ouais, c'est un projet dont on n'a pas terminé d'entendre parler, clairement. C'est un très beau projet dans la communauté Rust, et c'est vraiment lui qui a lancé cette mouvance de pouvoir redévelopper des nouveaux outils d'analyse et de stockage de données en Rust, et donc redonner un coup d'air frais à l'écosystème Big Data qui était très orienté Java dans les années 2010-2015, et vraiment le fait de faire, entre guillemets, repartir from scratch de zéro, de se dire en fait on va prendre ce qui marche et on va enlever ce qui marche pas, et pouvoir redynamiser de l'écosystème, je trouve ça super intéressant. Si on remonte un peu dans la stack, on arrive sur le premier point d'entrée du service, c'est le parsing. Oui. Sur le parseur, on a fait de la magie. On a fait vraiment de la magie. Alors ça, c'est des travaux qui sont littéralement en cours. J'ai des PR qui m'attendent, pour être totalement franc. Donc on l'a dit, en fait, on fait semblant d'être un protocole, d'être un serveur Redis. Donc ça veut dire qu'on doit être capable de comprendre le protocole Redis. Donc on s'est appuyé au départ sur des librairies open source qui ne matchaient pas forcément notre besoin. Donc en fait, on a commencé à écrire... Disons-le directement, on a fait une implémentation sur GNOME pour faire le parseur Redis. C'était une première version. C'est ça. Qui a très bien fonctionné en phase de technological preview avec les quelques utilisateurs qui étaient un peu sponsors de la solution. Mais effectivement, aujourd'hui, on passe à la V2 de ça. C'est ça, la V2 de ça, c'est de venir générer complètement le parseur. C'est-à-dire, il y a un gros travail de l'équipe Materia. En fait, c'était un travail qui était très fastidieux, qui était de venir parser le protocole TCP, venir l'enrichir et le redonner à la couche suivante. Et ça, c'est quelque chose qui est qui prend énormément de temps et énormément de code pour, on va dire, une valeur ajoutée qui est assez faible. Donc ce qu'a développé l'équipe, et c'est vraiment très impressionnant, c'est ils sont partis de la spec Redis. Donc en fait, dans Redis, tu as un énorme fichier JSON qui fait des dizaines de milliers de lignes, qui va venir te documenter le protocole. Et donc, ce qui est assez magique, c'est qu'ils ont réussi à venir créer automatiquement, à partir de la spec, on est capable de générer automatiquement les structures Rust et le parsing. Ce qui fait que pour nous, si à un moment on veut rajouter donc une compatibilité sur un nouveau mot-clé, on n'est pas obligé de passer une semaine à faire du TCP dump pour regarder comment ça marche le protocole Redis, et être sûr qu'il n'y a pas de sucrerie dans le protocole, puisque des fois il y a des morceaux. Dans le protocole Redis, des fois tu peux inverser certains trucs et il retrouve ses petits parce qu'il sait il retrouve ses petits avec le type le type final. Oui, puisqu'on a clairement dû faire pour aller supporter les différentes outils graphiques et librairies clientes pour savoir comment elles fonctionnaient et de quoi elles avaient besoin pour qu'on ait un support minimal qui intégrait bien Redis au départ. Du coup, le fait en fait de s'affranchir de ça, de s'affranchir de cet aspect à la main où on lit dans un buffer et qu'on récupère les données qui nous intéressent plus ou moins bien, en fait, on l'a complètement viré et on est capable de venir en fait à partir de la spec auto-générer tout le code Rust. Je me suis pas amusé à regarder combien de lignes de code Rust ça génère, mais je pense que ça génère quand même un bon paquet de lignes et j'espère qu'on va pouvoir présenter un peu ce travail-là parce que je le trouve vraiment intéressant de partir d'une spécification d'un protocole et on est capable de générer tout le code pour gérer le côté serveur. Ouais, puis comme on a déjà les premiers retours de nos utilisateurs qui nous demandent de supporter quelques verbes ou commandes supplémentaires. Oui, on passe de 2-3 jours à
à lire l'aspect du système et de la commande que le client veut qu'on implémente, à décommenter une ligne. Parlons un peu des différences avec un Redis. Je pense qu'on a besoin d'être assez clair sur la différenciation des produits. Oui. Materia KV, c'est une base de données compatible Redis. Ce n'est pas un Redis, ce n'est pas une implémentation de Redis. Ça ne se veut pas être un cache en mémoire. Qu'est-ce qu'on peut préciser de plus pour bien segmenter les deux besoins? Je pense que l'aspect très important, c'est qu'on veut offrir le meilleur espace de stockage pour des données de type clé-valeur. Et au final, Redis n'est qu'un moyen d'accès. C'est un moyen d'accès à un écosystème et on va en rajouter d'autres. Ce qui est important, c'est qu'on offre un stockage de données pour des données de type clé-valeur qui est distribué et résilient et sur lequel tu peux consommer de la manière dont tu souhaites. C'est-à-dire que si tu veux par exemple démarrer une Materia KV dans ta CI pour faire des tests et l'éteindre tout de suite, ça ne nous pose aucun problème. Parce qu'en fait, on a complètement virtualisé la notion de base de données. Donc on est très souple sur ce modèle de fonctionnement-là. Et si tu as une base de données, si tu as un usage clé-valeur où tu viens juste stocker quelques clés et les lire de temps en temps, en fait, tu n'as peut-être pas envie de payer une machine virtuelle complète ou même un conteneur H24. Tu as envie de pouvoir juste payer à l'usage. Donc là, on le fait pour le clé-valeur. On ne l'a pas évoqué, mais on a aussi une implémentation Vault, ce qui résout aussi les problèmes de licence aussi pour les entreprises qui cherchent à avoir un service Vault. Et on l'a développé notamment pour un client qui est sponsor de cette solution-là et qui avait besoin d'un service Vault. Et on lui a dit, écoute, on peut te résoudre le problème, ça ne peut pas se faire via Vault parce que la licence nous l'interdit. Par contre, on peut développer l'implémentation de Vault sur Materia en termes de stockage. Et du coup, effectivement, on résout ça. Qu'est-ce que tu as comme petite idée qui te trotte dans la tête après tout ça? Après la partie KV, je pense qu'une grande majorité d'utilisateurs seraient ravis d'avoir un stockage plutôt orienté table. Des tables, ouais. Plutôt quelque chose qui ressemblerait à du PostgreSQL. Pour les développeurs, une expérience. Je pense que beaucoup de développeurs aimeraient avoir un service cloud qui leur facture leur table SQL à l'usage. Un PostgreSQL serverless. Non, c'est un truc qu'on est en train d'attaquer. Et je pense que le KV, en fait, au final, ce n'était qu'une première étape pour construire les primitives. Et maintenant, on va pouvoir attaquer on va être très clair. On a déjà fait l'audit technique, on sait où il faut aller se brancher. On n'a plus qu'à mettre les mains dedans et à développer ça. On a 2-3 choses à finir sur le clé-valeur avant de passer ça là-dessus. Et après, on attaque. Mais après, on attaque. Et donc, ça veut dire qu'on va aussi avoir une solution européenne d'un moteur SQL serverless en paiement à l'usage, etc. C'est vraiment top. Et on va pouvoir participer également à la communauté PostgreSQL de façon beaucoup plus forte avec des contributions. Donc ça va être un énorme volet pour nous, le SQL. On va pas s'arrêter là non plus, puisqu'on a de l'implémentation de documents, donc en compatibilité Mongo, évidemment. On va faire aussi du Zookeeper, de l'ETCD. Tous les systèmes... L'idée, c'est que tous les systèmes que les développeurs utilisent aient leur équivalent Materia pour qu'ils puissent développer sereinement leurs applications. Sachant que ETCD, Zookeeper, on a déjà fait la modélisation, donc on sait déjà comment le faire, il n'y a plus qu'à, entre guillemets. Donc on est plutôt sur une notion de priorisation. Ce qu'on peut d'ailleurs envoyer comme message à nos clients ou futurs clients, vous pouvez nous aider à prioriser. Si vous avez des enjeux et que vous voulez être consommateur de certains de ces services-là, n'hésitez pas à nous faire ces retours-là pour qu'on puisse, nous, savoir sur quel pied danser d'un point de vue priorisation. Nous, on imagine des choses, mais si demain on a un bon gros client qui nous dit « moi, ça, j'en ai bien besoin et je te le consomme dès que c'est fait »,
c'est comme ça qu'on a fait Vault, d'ailleurs, en API, en cloud service. Oui. C'était un retour client qui nous a dit bah, j'ai besoin d'un Vault. On s'est dit ok, bah, je ne peux pas te le vendre à cause de la licence, mais je peux te l'implémenter différemment, basé sur le matériel qu'on a mis derrière pour la gestion des données. Mais ouais, c'est par, entre guillemets, les retours clients qu'on arrive à développer les bonnes solutions. Et le framework Materia, du coup, permet vraiment de développer tout type de service de stockage de données, ce qui va nous donner une vraie gamme complète de services. Donc c'est des années de R&D. Des années, oui, pour le coup, qui aboutissent. Qui se concentrent dans la Materia, c'est l'ORM, tu sais, le truc sacralisé, tu sais. Mais ouais, ces années de R&D, là, on va être honnête, hein, on est sur du 5-6 ans. Hein. Ça fait 5-6 ans qu'on a fait nos premières expérimentations. Aujourd'hui, on arrive en production. Ça fait du bien. Ça fait du bien, ouais. Moi, je suis hyper content. Moi aussi. Moi, j'ai hâte de développer la suite. Très bien, je pense qu'on a fait le tour oui. Du sujet. Est-ce que tu vois une dernière chose à ajouter? Bah, n'hésitez pas à tester Materia KV, faire nos retours sur le GitHub Community et puis développer bien. Développer bien. Merci. À très vite. À bientôt.